Et maintenant, on va accueillir Virginie Erlacher, qui est professeure au CERMIX, le laboratoire mathématique appliqué de l'École nationale des ponts et chaussées. Et je te laisse la main avec la zapette, c'est un peu mieux. Voilà. Merci Virginie. Merci, bonjour à tous. Merci pour votre accueil, merci pour l'invitation. De mon côté, je suis mathématicienne. Donc, s'il vous plaît, ne sortez pas de la salle, hein, n'ayez pas peur, je ne mords pas. Mais du coup, mes recherches se situent à l'extrémité, je dirais, assez théorique du spectre. Et pour faire un peu le pendant de l'exposé de Jean précédemment, de mon côté, je vais vous parler de ce que l'intelligence artificielle apporte à un domaine du quantique qui est la chimie quantique ou le calcul de structure électronique. Et je vais essayer de vous parler de quels sont les enjeux principaux dans ce domaine et en espérant que ça peut éveiller votre intérêt. Alors, hop, je passe ici. Alors, avant de parler précisément des enjeux liés à l'intelligence artificielle pour ces domaines-là, il faut que je vous explique un petit peu de quoi est-ce qu'il est question. Donc, juste que je vous explique quelques principes, quelques concepts fondamentaux clés pour que vous voyez un petit peu quels sont les bottlenecks à soulever dans ce domaine-là. La chimie quantique, qu'est-ce que c'est ? Ce qu'on veut, c'est pouvoir identifier quel est l'état des électrons au sein d'une molécule. Donc là, je vous ai fait un petit zoom pour que vous ayez un petit peu d'image mentale de ce que c'est qu'une molécule très simple ici. Hein. Là, vous voyez à gauche, par exemple, c'est la molécule d'H2O qui est la molécule de l'eau. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette molécule, elle va être constituée de noyaux qui sont des grosses particules composées de protons et de neutrons qui sont chargés positivement. Donc ce sont les boules rouges et blanches que vous voyez ici à gauche du schéma. La boule rouge, c'est l'atome d'oxygène, et les deux boules blanches, ce sont les deux atomes d'hydrogène. Et à côté de ces noyaux, vous avez les électrons. Des électrons, eux, ce sont des particules qui sont beaucoup, beaucoup plus légères que les noyaux. À ces échelles-là, on ne peut pas les représenter comme des particules classiques caractérisées par leur position, leur vitesse dans l'espace. Il faut les imaginer un petit peu comme une sorte de nuage électronique qui crée une sorte de cohésion, qui assure la cohésion de la molécule. Sans quoi les noyaux partiraient à l'infini l'un de l'autre et les molécules ne seraient pas stables. Et donc ces électrons, eux, doivent être modélisés comme des particules quantiques, et donc on doit faire appel au concept de la mécanique quantique pour comprendre comment est-ce qu'ils se comportent au sein des molécules. Et donc la chimie quantique et le calcul de structure électronique consiste à essayer de décrire l'état des électrons dans ces molécules. Il faut imaginer qu'on a des systèmes qui vont être composés de milliers, millions, milliards de telles molécules d'eau, par exemple. Okay, et donc vous avez un nombre d'électrons faramineux dans ces systèmes. Pourquoi est-ce qu'il est important de comprendre l'état des électrons dans ces systèmes ? Parce que ça permet de prédire énormément de propriétés des systèmes physiques qui vont être considérés. Les propriétés électriques, les propriétés magnétiques, les propriétés optiques. Et très important aussi, les réactions chimiques qui vont avoir lieu dans des systèmes moléculaires. Alors, pourquoi est-ce qu'on est intéressé à prédire de manière précise le comportement de ces systèmes ? Principalement, les applications qui sont concernées par ce type de calcul, c'est pour le design de matériaux innovants. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, la conception de nouvelles molécules de médicaments. Il y a Jean-Philippe Picmal qui est juste devant moi, il pourra vous en parler mieux que moi à la pause si vous voulez lui poser des questions. Essayer de développer de nouvelles molécules de médicaments, ça nécessite d'essayer de prédire en avance de phase, avant la fabrication des molécules et leurs tests, essayer de savoir quelles vont être les réactions chimiques avec les cellules biologiques du corps, avec les virus, etc. Et donc ça fait appel, et donc pour comprendre ça, on a besoin de comprendre ces propriétés de la structure électronique des nouvelles molécules qui sont développées. Autres exemples, le développement par exemple de batteries, d'électrodes, des électrodes qui sont dans ces batteries. Donc cela intéresse beaucoup des intervenants industriels comme Bosch, des intervenants automobiles comme Toyota, BMW, qui font ce type de calcul pour essayer de prédire, essayer de développer de nouveaux types de batteries plus performantes. Cela intéresse aussi les secteurs qui concernent le développement de nouveaux catalyseurs pour pouvoir accélérer des réactions chimiques. Là aussi, l'industrie d'automobile est fortement intéressée, mais pas que. Enfin, tout ce qui est développement de l'industrie des semi-conducteurs. Donc là, vous avez des acteurs comme Intel, IBM qui sont très intéressés, qui font appel à ce type de calcul. Et enfin, un dernier point, c'est tout ce qui est fonctionnalisation de surface.
Donc là aussi, vous avez des surfaces, par exemple Safrantech est très intéressé par ce type de questions. Vous avez des surfaces dont vous voulez qu'elle ait certaines propriétés chimiques, en particulier certaines propriétés réactives avec le milieu extérieur. Comment est-ce qu'on va designer ces surfaces à toute petite échelle pour que le matériau ait des fonctionnalités qui intéressent. Et donc il y a beaucoup d'acteurs industriels qui sont intéressés par comprendre à ces toutes petites échelles comment la matière se comporte. Et tous ces acteurs-là sont très intéressés à pouvoir disposer d'outils de simulation numérique pour pouvoir prédire rapidement, efficacement et précisément ce qui va se passer au niveau chimique sur ces systèmes. Si je devais faire une sorte de parallèle, ce que les gens aimeraient dans ce business-là, c'est de pouvoir avoir des codes de simulation numérique un peu similaires à ce qu'on a par exemple dans le génie civil pour prédire comment une structure mécanique va se comporter sous différents types de chargements. Donc ça, c'est plutôt à des échelles macroscopiques. Et donc, il y a plein de logiciels numériques qui permettent de faire ça, basés sur des techniques type éléments finis, etc., qui font leurs preuves et qui sont utilisés en particulier à des buts de législation, par exemple, et donc qui sont fiables pour faire ça. Dans ce domaine-là, il y a encore beaucoup de difficultés à relever et il y a beaucoup d'acteurs qui essayent de lever tous ces verrous. Donc j'essaye de vous donner un petit peu quelques idées de ces verrous technologiques qui sont encore à lever et de ce que l'intelligence artificielle permet d'obtenir pour lever ces verrous. Ici en particulier, je dirais l'outil de base qui est un peu l'objet le plus précieux qu'on peut avoir pour obtenir des prédictions de qualité et précises, c'est ce qu'on appelle le potentiel d'interaction interatomique. Le potentiel d'interaction interatomique, c'est une quantité qui va essayer de dire quelle va être l'énergie d'un système moléculaire en fonction de comment mon molécule s'agence dans l'espace. Une fois que vous avez accès à cet objet-là, vous connaissez tout et vous pouvez tout prédire. Mais encore est-il qu'il faut, avoir accès à ça et pouvoir le prédire efficacement et précisément. Et c'est tout l'enjeu de ce domaine-là. Donc, on m'a dit que j'avais le droit à quelques équations de mathématiques. Ne sortez pas de la salle, je vous prie. Ce sont les bébés qui me donnent des insomnies la nuit, alors je ne peux pas résister à la tentation de vous en montrer quelques photos. Je vous remercie par avance pour votre indulgence et votre compréhension. Donc juste pour vous dire un petit peu, donner quelques idées clés de quels sont les verrous technologiques à lever dans ce domaine-là. Ce potentiel d'interaction atomique, comme je vous le disais, c'est lui qui contient toute l'information chimique du système moléculaire d'intérêt. Qu'est-ce qu'il prend ? Il prend en entrée la position des différentes molécules du système moléculaire qui vous intéresse. Donc ici, je les ai notées R1 jusqu'à RP. Et W de R1 jusqu'à RP, c'est ce qui vous donne l'énergie de votre système moléculaire, sachant que toutes vos molécules se situent à ces positions-là, R1 jusqu'à RP. Une fois qu'on a ça, prédire ce qui va se passer dans le temps, ça revient à résoudre les équations de Newton pour prédire la dynamique de comment les molécules vont bouger dans l'espace en fonction du temps. Mais encore faut-il avoir accès à cette fonction d'interaction, de ce potentiel d'interaction interatomique. C'est ça qu'on veut et c'est ça que les gens cherchent à approcher avec des techniques d'IA. Une fois qu'on a ça, on est content, mais il faut l'avoir. Et c'est pas facile. Donc comment est-ce qu'on peut l'avoir ? Ce qui est très agréable dans ce domaine-là, c'est qu'on sait quelles sont les équations qui donnent une approximation extrêmement précise de ce potentiel d'interaction. Le problème, c'est qu'on ne sait pas les résoudre en pratique de manière précise parce qu'elles sont compliquées. Mais les écrire, ça on sait. Ça on sait, ce qui est quand même plutôt sympathique. Et ce sont les équations de Schrödinger. Si on savait les résoudre, ce serait le Saint Graal. Là, ce serait le rêve absolu, savoir résoudre ces équations de Schrödinger que je suis permise de mettre sur les slides d'après, peu importe leur expression exacte, ok. On aurait accès à toute cette information chimique contenue dans le potentiel d'interaction que je mentionne. Donc juste pour vous expliquer ce qu'il y a derrière, quels sont les principaux concepts quantiques dont il y a besoin pour définir ce fameux potentiel d'interaction et où intervient l'équation de Schrödinger. Donc là, rappelez-vous cette image que je vous ai donnée précédemment de la molécule, constituée de noyaux et d'électrons. Donc les noyaux, comme je vous ai dit, sont des particules assez lourdes et on peut les représenter comme des particules classiques, caractérisées par leur position. C'est ce qu'on appelle l'approximation de Born-Oppenheimer. Oppenheimer, c'est le gars du film, c'est le même. Et donc, la position des noyaux au sein du système moléculaire va être caractérisée par leur position dans l'espace, R1, RP.
Ce qu'on veut maintenant, ce sont les électrons, l'état des électrons. Eux, ce sont des particules quantiques. On ne peut pas les représenter par leur position. C'est pas possible. Leur état, au sein du système moléculaire, va être représenté par ce qu'on appelle une fonction d'onde. Cette fonction d'onde, c'est l'objet que j'ai noté psi. Il faut voir en tête que c'est une fonction psi qui va prendre grand N vecteur de R3 en entrée, où grand N, c'est le nombre d'électrons de votre système moléculaire. Grand N, il faut avoir en tête, c'est plusieurs millions, plusieurs milliards, dizaines de milliards. Donc c'est une fonction définie sur un espace d'état de très 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 grande dimension. Approcher un tel objet numériquement, c'est extrêmement compliqué. C'est ce qui fait que cette équation de Schrödinger est extrêmement compliquée à résoudre. Elle a une interprétation physique. Elle permet de déterminer avec quelle probabilité on peut trouver les électrons de notre système dans une certaine zone de l'espace. Je ne vais pas revenir en détail là-dessus, peu importe. Mais elle a une interprétation. Et ça, ce sont les équations. Voilà, ça c'est mon bébé qui m'empêche de dormir la nuit. Peu importe. Ne regardez pas en détail. Le truc qui est important et qu'il faut retenir ici, c'est un peu petit, je vous prie de m'excuser. C'est que ce qu'on veut faire très rapidement, numériquement, dans un monde idéal, c'est à une collection de positions données des noyaux du système moléculaire, on veut très rapidement calculer une approximation de la fonction d'onde qui caractérise l'état des électrons dans le système et l'énergie des électrons, qui est une quantité ER, là, notée ici. D'accord ? C'est ça qu'on veut faire. Peu importe les équations à ce stade, vous pouvez oublier. Et c'est là que l'intelligence artificielle intervient. Pour avoir accès à ces deux objets, il faut calculer des approximations de cette fonction d'onde. Comme je vous ai dit, c'est un objet défini sur un ensemble de très grandes dimensions et donc très compliqué à représenter. Déjà, c'est un aspect où l'intelligence artificielle commence à apporter quelques éléments de réponse pour lever ce verrou technologique. Le deuxième aspect, c'est on veut calculer l'énergie de notre système d'électrons très rapidement, quelle que soit la position des noyaux dans le système moléculaire. Et là, c'est un deuxième aspect où l'intelligence artificielle apporte des réponses aussi extrêmement intéressantes et permet de lever des verrous technologiques. Je commence par le premier. Le premier, c'est étant donné une collection de positions des noyaux dans le système moléculaire, comment approcher la fonction d'onde qui caractérise l'état des électrons dans ce système. Je vous ai dit, cette fonction d'onde est définie sur un espace d'état extrêmement grand. Mais il y a, depuis assez récemment, je dirais depuis 5 à 10 ans grand maximum, des techniques qui permettent de lever ce verrou technologique, qui ne peut pas être levé par le biais de méthodes numériques classiques. Plus précisément, on utilise des réseaux de neurones pour calculer des approximations de ces fonctions d'onde. Les réseaux de neurones sont bien adaptés pour représenter des objets définis sur des espaces d'état à très grande dimension. C'est ce qu'on appelle donc les quantum neural states, ça a été un petit peu évoqué par Jean précédemment, ou les fermionic neural networks. Donc c'est un premier aspect de l'IA. Ça, c'est juste pour vous donner l'ensemble des contributions qui existent un peu dans ce domaine-là. Peu importe, ici c'est juste pour vous pointer du doigt le fait que ce domaine-là, qui est extrêmement important, c'est une sorte de zoo. Il y a plein de techniques qui existent, différentes architectures de réseaux de neurones pour faire ça, etc., etc., etc. Et la précision de tous ces modèles, le diable se cache dans les détails, dans les différentes architectures qui sont utilisées, etc. Mais donc, il y a beaucoup d'efforts de recherche faits dans ce domaine-là, justement parce que les réseaux de neurones permettent de représenter de manière très sympathique des objets définis sur des espaces d'état de grande dimension. Premier cas d'usage de l'intelligence artificielle. Deuxième cas d'usage, ça va être les chimistes théoriciens qui faisaient du calcul de structure électronique, ils n'ont pas attendu l'avènement des réseaux de neurones et de l'intelligence artificielle pour essayer de calculer numériquement ces objets. Ils ont fait appel déjà à d'autres types de modèles, d'autres types de représentations. Alors là, c'est même pas un zoo, c'est une jungle, en fonction des différents types d'approximations qui existent. Et ces différents types d'approximations, leur but in fine, c'est de pouvoir calculer des approximations de l'énergie d'un système d'électrons au sein d'un système moléculaire, paramétrées par la position des noyaux. Et on veut calculer des approximations pour plein de valeurs des positions des noyaux, justement pour faire évoluer en temps ces systèmes et prédire ce qui se passe chimiquement dans le système. Et là aussi, les réseaux de neurones et l'intelligence artificielle permettent d'obtenir de nouveaux outils qui ont permis de lever des verrous technologiques très importants dans les dernières années. Ici, en fait, vous pouvez le voir, c'est juste un simple regression task. Vous pouvez le voir comme ça. Il faut imaginer que là, ici, vous pouvez avoir accès à une base de données où vous avez une collection
d'input-output. Les inputs, c'est une collection de positions des noyaux au sein du système moléculaire. Les outputs, ce sont les approximations de l'énergie de votre système d'électrons données par tel ou tel modèle approché, pas forcément construit à l'aide de réseaux de neurones, mais avec les modèles développés par les chimistes au cours des dernières années. Et il faut imaginer que vous pouvez avoir accès à une très 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 large base de données de ce type input-output. Et ensuite, on peut utiliser des réseaux de neurones pour rapprocher très rapidement, pour toute valeur, toute collection de positions des noyaux au sein du système de moléculaire, quelle va être l'énergie des électrons à partir des informations contenues dans la base de données. Sauf que si vous faites ça de manière un peu aveugle, eh ben ça va pas marcher. Pourquoi ça va pas marcher? C'est parce qu'en fait, il est important, dans l'approximation de l'énergie du système d'électrons, d'encoder dans la manière dont les réseaux de neurones vont être utilisés pour faire ce task de régression, d'encoder certaines propriétés physiques du système, des propriétés d'invariance par translation, par rotation, etc. Et donc pour faire ça, la manière de faire, c'est d'introduire une étape intermédiaire avant de faire la regression task, qui consiste à utiliser ce qu'on appelle des descripteurs du système chimique. Qu'est-ce que c'est que les descripteurs? Ça va être une collection d'un petit nombre de quantités scalaires, d'accord, qui vont être une représentation, je dirais, coarse-grainée, un peu grossière de la collection de positions des noyaux dans le système moléculaire, d'accord. Et le regression task va être fait sur ces descripteurs et pas directement en prenant comme input la collection des positions des noyaux dans le système moléculaire. Et ces descripteurs doivent être tels que ils doivent encoder de manière intrinsèque ces fameuses propriétés physiques, par exemple les propriétés d'invariance par translation, par rotation que j'évoquais précédemment. Et alors là, tout le jeu va être de designer de bons descripteurs à utiliser donc comme étape intermédiaire avant ces étapes de regression task. Et là, pareil, vous avez toute une jungle de technologies, toute une jungle de descripteurs qui permettent de faire ça. Certains vont respecter certaines propriétés physiques et pas d'autres, et vice-versa. Et ça va donner, in fine, des approximations de cette fameuse fonctionnelle qui donne l'énergie des électrons au sein du système moléculaire. Il y a deux grandes classes de descripteurs. Une première classe qui sont ceux qui ont été développés, je dirais, de manière historique en premier, qui sont des descripteurs handcrafted, c'est pour dire designés à la main, donc avec certaines formules, je dirais, explicites, qui font appel justement à quelles sont les positions des noyaux dans le système. Et là, il y en a toute une flopée. D'accord. Plus récemment, vous avez aussi des descripteurs qui ont été obtenus par apprentissage automatique. Donc là encore, l'IA apparaît dans ce business-là. Ces descripteurs peuvent être appris de manière automatique, par exemple avec des auto-encodeurs. Et donc ceux-là, ce sont les descripteurs, je dirais, les plus récents, sur lesquels il y a pas mal d'efforts de recherche actuellement. Et le choix des descripteurs influence bien entendu la précision qui va être donnée dans le task de régression in fine. Alors, lesquels sont les plus précis, etc. Il n'y a pas encore de réponse très précise à ces questions-là. Pourquoi est-ce que c'est important d'être précis? J'aurais dû le mentionner précédemment. C'est important d'être précis parce que ce qui est important lorsqu'on veut prédire des réactions chimiques dans des systèmes moléculaires, c'est de pouvoir prédire si c'est telle réaction chimique qui va avoir lieu ou telle réaction chimique qui va avoir lieu. Si c'est telle réaction chimique ou telle réaction chimique, le critère qui va déterminer la réaction chimique qui va avoir lieu, c'est celle qui correspond à l'énergie la plus basse. Or, regardez l'énergie nécessaire à telle réaction chimique ou telle réaction chimique, souvent les différences d'énergie sont extrêmement faibles par rapport aux valeurs des énergies elles-mêmes. Ça peut être de l'ordre de 10-6, 10-7. Donc, pour pouvoir prédire de manière précise quelles vont être les réactions chimiques qui vont avoir lieu, il faut avoir ce degré de précision sur les valeurs approchées des énergies qu'on calcule. C'est ce qu'on appelle justement la précision chimique. On n'y est pas encore sur tous les systèmes. Et donc, c'est pour ça qu'il y a encore un effort de recherche extrêmement significatif pour améliorer la précision, et c'est un peu la course à qui obtiendra les approximations les plus précises dans ce domaine-là. À la fin de la fin,
toutes ces techniques, donc basées sur de l'IA ou pas, elles visent à calculer une approximation du potentiel d'interaction, d'accord, qui encode toute la chimie de votre système. Et en particulier, dans ces potentiels d'interaction calculés par le biais de techniques d'apprentissage automatique et par le biais d'intelligence artificielle, ce sont parmi ceux qui sont les plus précis. C'est pour ça qu'ils sont extrêmement intéressants et qu'ils sont extrêmement étudiés. Précis, ça dépend pour quel système, c'est à prendre entre pincettes. D'accord. Par contre, ce sont des potentiels qui sont très chers à évaluer par rapport à des potentiels d'interaction classiques, plus basés sur des concepts un petit peu plus traditionnels, je dirais. Pour pouvoir simuler des systèmes moléculaires de très grande taille, souvent on a besoin d'architectures GPU ou exascale assez costauds. Là ici, je vous ai mis en photo la machine Frontier qui est hébergée aux États-Unis. C'est sur ce type de machine qu'on fait tourner les plus grandes simulations moléculaires avec ce type de potentiel-là. Juste pour vous donner quelques exemples. Ici, alors, en termes de nombre d'atomes contenus dans un système moléculaire pour lequel on peut faire tourner ce type de calcul, l'ordre de grandeur, c'est le milliard. Là, vous voyez ici, bon, on voit pas, la photo est un petit peu floue, c'est un brin d'ADN qui se replie. Okay. Donc c'est sur ce type d'objet qu'on arrive à faire tourner ce type de simulation à l'aide de ces potentiels d'interaction atomique, calculés par le biais de techniques d'intelligence artificielle. Ce qui reste encore comme le verrou technologique à lever, ce sont les échelles de temps. En général, les échelles de temps sur lesquelles on est capable de faire évoluer ce système moléculaire, ça reste de l'ordre à peu près de la nanoseconde. Ça dépend des systèmes, bien sûr, ça dépend du nombre d'atomes, ça prend entre pincettes, mais c'est un peu l'ordre de grandeur. Et là aussi, il y a encore de gros efforts de recherche. Voilà, donc j'en ai terminé et je vous remercie. Merci Virginie. Merci beaucoup Virginie. On a des questions, voilà, parfait. Je vais donner mon micro en attendant que ça arrive. Merci beaucoup, c'était passionnant. Alors, j'ai une question, elle peut sembler triviale et je m'en excuse, mais de ce que je comprends, c'est que les descripteurs sont une manière de rajouter des biais inductifs dans le réseau. Ces biais inductifs sont généralement ce qui va être de l'invariance à la translation, etc. On a déjà des composants dans les réseaux de neurones qui nous permettent d'avoir ces architectures by design. Est-ce qu'on rajoute d'autres contraintes et est-ce que ces contraintes sont différenciables? Et dans les approches qui sont utilisées, est-ce qu'on utilise plutôt des approches complètement différenciables pour vraiment utiliser la backprop ou est-ce qu'on utilise d'autres approches en plus de ça et lesquelles semblent marcher mieux? Oui, tout à fait. Donc là, j'ai mis un focus sur un point, mais tu as tout à fait raison. Tu peux avoir aussi des architectures qui encodent ces propriétés directement, c'est encore autre chose. J'en ai pas parlé, mais tu as absolument raison. Et c'est important de savoir différencier. Pourquoi? Parce que si je reviens aux équations de Newton, tu as besoin du gradient de... Pardon, je me permets de tutoyer, excuse-moi. Tu as besoin du gradient de ces fonctionnels-là pour calculer les forces, et c'est ça que tu veux. Et donc, effectivement. Mais donc, tu as des approches qui font ça également, et tu as tout à fait raison, c'est aussi un enjeu. Et là, tu vois, ce que je voudrais insister, c'est que c'est une jungle, c'est un zoo. Il y a encore plein de choses qui émergent, donc, mais tu as tout à fait raison. Merci Joseph. Une autre question peut-être en ligne? Je rappelle en ligne, vous pouvez poser vos questions, n'hésitez pas. Adam veut poser une question dans le fond. Merci beaucoup pour la présentation, très intéressante. Vous avez parlé d'apprentissage, mais on ne sait pas d'où viennent les données. Alors, les données viennent en général de simulations numériques. Donc, il y a plusieurs choses. Elles peuvent venir, suivant les contextes, elles peuvent venir de deux sources différentes. Elles peuvent venir de simulations numériques, au sens où vous utilisez un modèle approché pour calculer une approximation de l'énergie du système d'électrons, et après vous faites cet apprentissage pour avoir une sorte de tâche de régression. C'est une première source pour avoir des données. Autre source pour avoir des données expérimentales. Donc là, par exemple, AlphaFold, qui permet de prédire comment des protéines vont se replier, fait appel à des données mixtes, à la fois expérimentales et simulées. Et là, la valeur de la donnée, c'est un enjeu extrêmement important dans ce domaine. Parce qu'en fonction de comment les simulations numériques ont été effectuées, on peut avoir plus ou moins confiance en la donnée. Il y a plusieurs initiatives qui permettent de collecter ce type de données. Il y a par exemple un collectif autour de Material Genome, Material Database, qui essaye de fournir des bases de données fiables, et donc précises, ou au moins précises avec des garde-fous, en connaissant les limitations de la base de données, etc.,
pour effectuer ce type de regression task de manière au moins en pleine connaissance de cause. Mais c'est tout un enjeu, tout à fait. Et du coup, vous êtes capable d'estimer les erreurs que vous commettez, même théoriques ou pas? C'est un enjeu. C'est un enjeu, et dans le groupe dans lequel je travaille, dans l'équipe dans laquelle je travaille, donc on travaille d'ailleurs, Eric Cancès principalement travaille beaucoup en collaboration avec Jean-Philippe. Un des enjeux, c'est de définir ce qu'on appelle dans le jargon des estimateurs d'erreurs a posteriori, qui sont des quantités qui permettent de prédire quelle va être la précision ou le manque de précision de l'approximation qu'on construit. Et alors, en fonction des approximations, d'où viennent les sources d'erreurs, etc., on peut le faire plus ou moins facilement ou difficilement. Le gros avantage, c'est qu'on sait quelle est la référence, au sens où on a une équation qui nous donne ce que serait, entre guillemets, la vérité absolue. Bon, à prendre avec des pincettes, d'accord ? Mais on a cette équation-là, et on sait du coup se référer à cette équation-là. Ce qui permet d'avoir une référence, même si c'est un objet extrêmement compliqué, etc., ça permet de donner quelque chose avec lequel on peut travailler pour construire ce type d'estimateur d'erreur. Mais tout à fait, c'est un enjeu. Absolument. Merci beaucoup. Je suis désolé, au niveau timing, J'ai une dernière question en ligne. On parle de machines exascale. Quelle est la taille caractéristique des réseaux de neurones utilisés dans ces recherches? Oula, alors là, vous me posez, je pense, une colle. Là, comme ça, je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas vous dire exactement la taille des réseaux de neurones impliqués. C'est gros. Pas vous dire c'est gros. Non, je vais vous dire une bêtise. Je vais vous dire une bêtise parce que ça dépend beaucoup des types de potentiel interatomique, ça dépend beaucoup des types de systèmes chimiques, ça dépend beaucoup de si vous avez affaire à un matériau plutôt solide, si vous avez plutôt affaire à la prédiction de réactions chimiques, si vous avez affaire à l'étude de l'évolution de défauts dans des matériaux, etc. Les tailles des réseaux de neurones dépendent énormément des contextes applicatifs, donc je ne pourrais pas donner une réponse un peu globale. Merci. Je vous prie de m'excuser. Merci Virginie, merci pour ce pitch très intéressant.